Est-ce que Thibaut Tincelin est dans la salle? Je sais qu'il a pris son badge, mais je ne l'ai pas vu. Est-ce que Thibaut Tincelin est dans la salle? Toujours pas? On va reprendre le cours de notre journée consacrée à la Grande Plaisance. Il est 11h43, nous avons déjà beaucoup de retard, ce qui est un grand classique. Le déjeuner est servi à 12h45, m'a-t-on fait savoir. Donc on a 1 heure devant nous. Mais je vais gratter 5 ou 10 minutes quand même, je pense. Non, je n'ai pas de pénalité de retard. Alors, on va s'intéresser maintenant aux architectes et aux designers. Parce qu'on a bien vu que c'était... la Grande Plaisance était une filière qui rassemblait beaucoup d'intervenants sur des projets relativement complexes. Donc, autour de la table pour cette nouvelle table ronde sur la construction d'une grande unité, contraintes et spécificités techniques, un titre un petit peu ronflant. On a d'abord un habitué des conférences hors l'âge qui est Marc Van Peteghem, qui vient quasiment à 1 sur 2, tellement il brasse large. Merci Marc. On a ensuite Thibaut Tincelin de Sterling Design International, qui est tout à gauche, et puis Laurent Mermier de Chip Studio, qui est juste à côté de moi. Alors ce que je vous propose rapidement, j'ai la petite commande pour faire tourner les slides. Alors je ne sais pas, on va commencer par Marc Van Peteghem, qui va nous raconter très rapidement Alors vous connaissez le cabinet VPLP, j'imagine, et ses nombreuses activités, qui dessine aussi des bateaux, des grands yachts et des super yachts. On va en voir juste quelques exemplaires. Donc Marc, si vous pouvez commenter rapidement les images qui passent devant nous. Donc ça, c'est
Ça, c'est 12 France qui a été mis à l'eau en 98, 42 mètres, qui a été fabriqué à Nantes, construit à Nantes. Ça, c'est votre premier. C'est notre premier grand bateau. C'est votre premier grand bateau. On a fait 2 très grands katas, celui-là et puis celui qui viendra après, Hémisphère, qui a été mis à l'eau il y a presque 2 ans. Qui lui fait quelle taille? Qui fait 44 mètres, mais lui fait 499 tonneaux et 12 France 270. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 mètres de différence, mais il y a une énorme différence en termes de volume et de complexité. Et là, on a vu avant quelques images qui montrent la taille. C'est des images qui correspondent en fait à des vraiment gros projets, puisque je pense qu'en France, on est encore assez bon, je pense, dans les bateaux d'une centaine de pieds. Mais il y a des vraies marches. Entre 100 pieds et 140 pieds, c'est 2 mondes différents. Et il y a d'autres marches après. Je pense que dans le domaine des yachts à moteur, 60 mètres, c'en est une, 80 mètres, c'en est une, 100 mètres, c'en est encore une. Et puis on continue à... Même les très grands chantiers comme l'Eursen ont dû apprendre à chaque incrément, en fait. Voilà. D'accord. Alors vous êtes un cabinet architecte qui vient pour le coup de la plaisance et de la course au large, avec à la fois des multicoques et des monocoques assez connus. On va passer, alors là, c'est Thibaut Tincelin. Donc à votre tour, vous venez, ce qui est intéressant, c'est que vous venez de 3 univers différents. Hein. Donc, on est un peu outsider ici, parmi les spécialistes de la... Parlez bien près du micro. Les spécialistes de la grande plaisance. Je suis plutôt issu du milieu de la construction navale professionnelle. On travaille avec un designer qui a fondé le cabinet, Joël Bretéché, qui a un coup de crayon reconnu dans le milieu de la grande plaisance. On a fait quelques projets, en particulier donc, le premier Cineste pour un chantier italien à 24 mètres. Il y en a 2 qui ont été construits. Donc c'est le tout début de la grande plaisance. Et l'Oval pour CMN, qui est notre plus grande réalisation. Par amour aujourd'hui, il a été renommé, voilà. En effet. Et un exemple de projet qui a été développé et qui n'a pas été construit pour une coopération qu'on a eue avec Ship Studio lors de projets pour Abu Dhabi Mar. Et un hors-sujet, un yacht de croisière, mais qui peut être intéressant dans le débat, de voir ce marché du navire à passagers de luxe, qui est un véritable marché, et il peut être plus aisé d'accéder à ce marché que vraiment le marché de la grande plaisance. Et le même chantier que 12 France à l'Umarine, pour lequel on construit un petit 65 pieds en ce moment. Et alors là, on passe à Ship Studio. Voilà, donc là c'est moi qui interviens. Moi je suis le gérant d'une petite boîte d'études techniques. Nous on fait les plans de ce qui ne se voit pas. En tout cas, pour les quelques projets de grande plaisance sur lesquels on a travaillé, on travaille beaucoup plus sur les bateaux dits de travail ou bateaux à passagers. Donc ça, c'est Austral, où contrairement à l'équipe de Thibaut qui a fait le design, nous, on est resté sur l'architecture navale. Donc on avait fait l'architecture navale du projet. Pourquoi ? Parce que je suis un ancien du chantier qui a construit le précédent, qui s'appelle le Levant. Et après, voilà, donc là, c'est Atimo, 105 pieds, qui a été construit chez CMN, Construction Mécanique de Normandie à Cherbourg. Là, typiquement, c'était un projet, donc il y avait un architecte qui était Doug Peterson avec le cabinet italien Nota, et qui a mené tout un tas de plans, donc c'est eux qui ont conçu entièrement le bateau. Mais CMN souhaitait faire le lien entre ces plans d'architectes et leur fabrication et a souhaité le sous-traiter. Donc on est intervenu entre la fabrication chantier et le dossier de plan architecte et on a fait tous les plans techniques, comme je disais, de ce qu'ils ne voient pas, les réseaux, la structure, la mécanique, etc. On a travaillé un tout petit peu pour Eloval sur des formes de superstructures. Table ronde d'après. Voilà, bon après on peut faire varier les images. Alors juste pour commencer, est-ce que en
en provenance de vos univers différents. Comment vous définiriez un petit peu les spécificités de ce marché grande plaisance, avec vos regards à vous qui sont l'un qui vient un peu de la construction navale, on va dire, l'un qui vient de la plaisance et l'autre qui vient du bateau de travail. Comment vous définiriez un petit peu les spécificités de votre point de vue de ce marché-là? Alors, je sais pas, on va commencer par Marc. Si on prend le parallèle de la course, par exemple, ce qui définit un cahier des charges d'une grande unité de plaisance, ce qu'on appelle la grande plaisance, c'est je dirais la satisfaction du client. La qualité, c'est la satisfaction du client au prix pour lequel le marché a été conclu, dans le délai et évidemment dans le respect de la qualité. C'est pas vrai sur d'autres projets? Non, c'est la définition de la qualité. Donc, ce qui en fait la spécificité, c'est qu'il y a énormément de choses qui rentrent dans la composition de ce rêve qui doit se concrétiser. Et autant dans la course, dans le monde de la course, quand on a fini la coque, le plan de pont, le gréement, on a fait 80%, 90% du bateau. Si on en a fait, en comptant le plan de pont et le gréement, en étant généreux, si on en a fait la moitié quand on parle d'un gros bateau, c'est vraiment un maximum. Et donc la gestion de l'ensemble de ces paramètres, tant au niveau technique qu'au niveau humain, financier et de la qualité, je crois que c'est vraiment là qui fait la difficulté d'un projet comme ça, parce qu'il y a énormément de choses qui doivent à un moment donné trouver leur place et fonctionner dans un espace relativement restreint et dans un timing relativement restreint. Donc c'est la complexité des projets par rapport aux autres projets qui sont... Par rapport à voilà. Et donc évidemment le respect du vide poids, etc. Enfin tout ce qui voilà. Et donc la définition en amont du projet, nous on travaille toujours une phase amont avec les chantiers, avec le chantier retenu dans le détail de la spécification pour être absolument sûr que quand on commence à taper dans une tôle, si c'est un bateau en aluminium, ou à fabriquer un moule si c'est un bateau en composite, tout est absolument défini et on sait exactement où on va. C'est vraiment, à mon avis, la garantie de cette qualité. Enfin, la garantie. En tout cas, quelque chose dont on ne peut pas se passer. Thibaut, est-ce que vous avez la même définition des spécificités de ce marché-là? Oui, avec une grande division en 3 métiers qui s'articulent différemment selon chaque projet, entre l'architecture navale vraiment traditionnelle, la partie ingénierie, le design intérieur et le design extérieur. Et sur chaque projet, ça s'articule différemment. Le chantier endosse parfois certains de ces métiers, voire tous. Et donc, sur chaque projet, il y a une nouvelle organisation à créer, une nouvelle coopération. Et chacun doit y trouver sa place pour qu'à la fin, le bateau soit réussi. Donc c'est assez unique à ce niveau-là par rapport à la grande plaisance, je pense, ou par rapport à la plaisance normale. La voile de compétition où une seule casquette délivre l'intégralité de la prestation intellectuelle, entre guillemets. Laurent, vous avez la même oui, vision? nous qui venons du monde de la construction professionnelle, on est plus à l'aise sur les gros bateaux de grande plaisance. Je parle que du one shot, parce qu'il y a de la réglementation et donc qui est un peu issue de la réglementation gros navires à passagers. Il y a beaucoup de réseaux, donc il y a beaucoup de plans, etc. Avec une spécificité de la grande plaisance qu'on n'a pas dans nos autres domaines, qui est le côté esthétique, finition, etc. de tout ce qui se voit, et qui ajoute énormément de temps à passer sur certains détails. Donc voilà la spécificité. Après, je donnerai une spécificité générale au point de vue, je dirais, commercial, qui est quelque chose, à mon avis, qu'il faut vraiment prendre en compte. Je ne sais pas si la course, c'est ça, mais nous, les spécificités de la grande plaisance, c'est que c'est un projet sur lequel on peut être consulté, travailler, discuter, faire beaucoup de réunions pendant des mois, et puis rien n'aboutit. Dans mon autre domaine du métier, qui est de la construction de bateaux professionnels, il y a un besoin professionnel de faire le bateau. Donc on se bat avec les petits copains, mais ça ne dure pas très longtemps.
et après on l'a pas, et ça démarre. Donc, je crois que c'était la spécificité d'attente du fait qu'on est sur un produit qui est un produit de luxe et donc qui peut peut-être ne pas sortir. Et un élément important, moi, à une époque, avec Joël Bretéché, qui était designer, on avait essayé de tester comme ça de l'architecture navale, et on s'était essoufflé parce que forcément, on n'avait pas forcément le réseau, mais aussi parce qu'on passe un temps fou à discuter avec des clients, avec un projet qui finalement, le client d'un yacht, il profite du fait que vous discutez et ça lui fait plaisir, et il peut faire ça pendant pas mal de temps. Et vous n'êtes pas rémunéré. Et on n'est pas rémunéré. C'est un peu comme dans la pub, quoi. Exactement. Vous faites des concours, faites des briefs, passez devant le client et c'est pas forcément vous qui avez la campagne. C'est vrai que Thibaut ? c'est juste pour le métier d'architecte, et c'est juste, je pense, pour tous les fournisseurs et tous les métiers. C'est-à-dire qu'il y a un ticket d'entrée qui est assez important. Et soit on arrive à être sur la marche haute, et je crois qu'on a des bons exemples dans la salle de personnes qui sont sur la marche haute, qui arrivent à faire de la marge dans ce métier-là. Il y a beaucoup de monde aussi qui s'essouffle, et c'est un peu un secteur du tout ou rien. Et c'est valable pour chaque entreprise et puis pour chaque projet. Dans ce secteur-là, par rapport au rôle qui est le vôtre sur des projets entre guillemets habituels que vous faites, parce qu'on a compris que c'était des projets de grande plaisance, c'était un peu des projets d'exception. Pour ce qui est de votre rôle spécifique à vous, qu'est-ce qui change par rapport aux projets habituels que vous faites? C'est-à-dire, est-ce que par exemple le rôle d'architecte ou de designer est plus restreint? Est-ce qu'il est plus large? On sait que par exemple dans la course au large, le rôle de l'architecte est prépondérant. C'est vraiment c'est pas la star de l'équation, mais pas loin. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que dans le monde de la grande plaisance, il y a ce rôle, les frontières du rôle sont les mêmes? C'est assez différent, je pense, quand on parle de yacht à moteur, et à voile. Et à voile. Nous, on a un peu une spécificité, qui est une spécificité française d'ailleurs, qui est le multicoque. Donc, quand on travaille sur un projet comme Hémisphère, par exemple, on a quand même un rôle, on est garant d'une homogénéité, probablement un peu plus, je l'imagine, que dans un yacht, pour un yacht dont le chantier fait l'architecture navale, souvent, enfin bon, ça dépend. Et donc on est garant d'un ensemble. Cela dit, on travaille avec des designers, on travaille avec des techniciens, et donc c'est de toute façon un travail d'équipe, hein, c'est une évidence. Hein. Ouais. Thibaut ? C'est vrai que si je parle moi de notre principal savoir-faire, qui est surtout le métier de carrossier en fait extérieur, finalement c'est exactement la même chose qu'on peut faire sur un projet comme les bateaux de la compagnie du Ponant ou pour un yacht, à part qu'on va pousser le détail beaucoup plus loin sur un navire, sur un yacht, où on va aller dessiner les garde-corps un par un, alors qu'on peut s'arrêter sur un plan de forme de superstructure beaucoup plus général sur un navire à passagers. Laurent ? Nous, on n'est pas dans l'architecture navale des yachts. Hein. On est, comme je disais, sur la partie technique. Sur notre partie technique, il n'y a pas énormément de différence, je trouve, en tout cas, dans mon sens, entre un bateau de travail et un... Bon, il y a l'aspect esthétique. C'est les mêmes process pour vous, ça change vraiment Par exemple, on a travaillé là sur un rétrofit d'un bateau qui est fait à La Rochelle, donc qui est transformé en yacht. On a fait des plans de coordination, on les a fait de la même façon que pour un autre chantier. C'est vrai que sur un yacht, on fait quand même beaucoup plus de plans par rapport à la taille. Sur un bateau de 30 mètres, on va faire des plans qu'on ne fait pas sur un bateau de travail, mais qu'on ferait sur un bateau de travail de 100 mètres ou 120 mètres. Est-ce que, la question ne s'adresse pas forcément à Marc Van Petegem, qui connaît bien ça, mais peut-être plutôt pour les deux autres intervenants. Est-ce que quelle image vous avez de la course au large et de l'apport que les gens qui sont dans la salle, qui travaillent dans ce secteur-là aujourd'hui, pourraient avoir sur les projets de grande plaisance sur lesquels vous travaillez? Comment vous voyez ça? Moi, je dirais que dans la grande plaisance, il y a le produit, il y a la nouveauté du produit qui compte beaucoup. Donc, si les gens ont à vendre un produit qui est déjà établi, il y a un gros travail de commercial et de réseau à faire. Et après, il y a la spécificité du savoir-faire. Bon, pour moi, la course, c'est avant tout ce qui est léger. Donc, forcément, sur les projets qui ont une nécessité d'être légers,
Je pense que c'est pas forcément la grande majorité des projets. Alors, sur les voiliers sûrement, mais sur les motor-yachts, le poids est pas, à mon sens, c'est pas forcément. Pas encore. Il y a certains grands yachts où ils cherchent du poids, mais pas dans les proportions de la course, quoi. Hein, quand on dit chercher du poids, c'est plutôt faire un peu plus de raidisseur sur une tôle en acier, mais elle reste en acier. C'est vrai que savoir travailler pour la compétition, c'est forcément être arrivé à un niveau d'excellence et qui peut être reconnu, qui peut être certainement transféré dans la grande plaisance. Après, l'Orient, c'est un peu une des mecs de la voile. C'est pas aujourd'hui la mec de la grande plaisance. Mais en revanche, cet aspect spécifique des projets, de relationnel aussi par rapport à une personne qui n'est plus peut-être le coureur, mais qui est plus le propriétaire du yacht, ça c'est un transfert qui peut peut-être se faire, même s'il faut changer de monde. Vous voulez dire que c'est les mêmes clients, les coureurs au large et les milliardaires? Ils sont certainement aussi compliqués à gérer les uns que les autres. Je pense que le message est passé. Marc, vous, c'est un argument, le fait que vous ayez fait beaucoup de bateaux de course au large victorieux, encore récemment. Quand vous avez un client grande plaisance qui arrive, qui veut un grand yacht, est-ce que le fait d'avoir un palmarès comme celui-là joue? Oui, sûrement. Non, mais en plus, c'est un point qui est un peu... Enfin, moi, ça me fait rire Enfin, c'est pas très drôle en fait. Mais non, mais... Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, parce que les gens viennent nous voir, ils vont avoir un catamaran, donc forcément, il va être rapide. Et puis après, il y a la liste, la wish list qui arrive avec la salle de bain en marbre, le jacuzzi, etc. Donc on leur dit, attendez, on sait faire des bateaux rapides, mais on n'est pas magicien quand même. C'est la performance du bateau, on va la définir ensemble. Et là, c'est... Bon, il y a un petit travail à faire, mais bon, ça fait partie du travail. Et c'est plutôt une phase assez sympathique. Pour revenir à la question d'origine, moi je crois qu'il y a énormément de choses à faire en France. Et il y a un vrai savoir-faire. Enfin, donc il y a beaucoup de choses à transférer au niveau de la course au large. Moi, je donnerais un conseil. Aux entreprises qui sont là, il y en a certaines qui le font, bien sûr, mais c'est d'aller dans le monde anglo-saxon, parce que ce monde est anglo-saxon, et que c'est sûr que c'est dans les salons où il y a des super yachts, c'est là où sont les bateaux, c'est là où sont les capitaines, c'est ces gens-là qu'il faut rencontrer. Et puis, je ne sais pas, après, il faut essayer de gommer... je vais dire quelque chose d'horrible, je suis désolé de vous dire ça, mais on trimballe une sacrée image, quoi, qui n'est pas terrible, franchement. C'est difficile de vendre des choses qui sont faites en France auprès des clients, vraiment. Et c'est dans le monde maritime spécifiquement ou en général? Pas en général, non, dans le monde du yacht, quoi. Par exemple? C'est compliqué. Ben je sais pas. C'est super. C'est compliqué de rassurer, d'arriver à rassurer un client, de lui dire mais venez faire votre bateau en France, etc. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, j'en sais rien, mais il y a un a priori super défavorable. Je suis obligé d'être honnête et d'en faire. N'hésitez pas. D'en faire état, et ça me déchire, hein, c'est pas vraiment, mais parfois on n'a même pas l'occasion de le proposer. Enfin, c'est même précisé que de toute façon non, quoi. Ça peut aller jusque là. Donc on peut certainement arriver, parce que comme il y a des tas de choses qui sont quand même parfaitement reconnues dans ce pays, et donc c'est extrêmement paradoxal comme attitude finalement de la part des clients. Donc il faut trouver le pourquoi. Est-ce que ça tient au coût? Moi, je ne suis pas sûr, parce que le prix est très important, c'est certain, mais quand il y a une qualité en face, les gens sont prêts à payer. S'il y a une valeur de revente, ça s'exprime, enfin ça s'explique en tout cas. Il n'y a pas tant de différence que ça aujourd'hui entre la Nouvelle-Zélande et l'Europe. Le dollar néo-zélandais est beaucoup remonté. On pourrait se défendre, il faut travailler, on pourrait se défendre. Mais donc quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on fait peur à ce point-là? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a peut-être un très fort investissement en termes d'image. Quand on regarde on va aller faire un bateau, on va aller chercher une signature d'un architecte connu, donc on va aller chercher
Van Petergem ou quelqu'un de reconnu. On va aussi aller chercher Einane Hopman pour l'air conditionné, on va aller chercher Bezensoni pour les portes. Il y a toute une image en fait qui est liée à cet univers-là où les capitaines ont leurs réflexes, enfin tous, du bureau d'études aux architectes, aux capitaines ont des habitudes. Et il faut rentrer dans l'habitude de ces gens-là. Et ça, il y a un énorme ticket d'entrée. Faut bien réfléchir avant d'y aller parce que c'est lourd en temps et en investissement. Et long. Mais vous avez ce même ressenti aussi dur que Marc sur l'image française dans ce monde-là? J'ai pas du tout la même autant d'expérience, mais en un mot, en hollandais, Frans Slaar, c'est travail d'arabe pour continuer à mettre les pieds dans le plat. Et ça, voilà, ça existe autour de nous, ça. Oui. Laurent, vous avez la même. Sincèrement, non, j'ai pas d'expérience qui montre ça. Je suis plus moi l'homme de l'ombre de tout ça, donc et je suis opportuniste sur certains projets. Oui, mais vous êtes en relation avec des clients qui pourraient. Pas dans la grande plaisance, non, on n'est pas en relation avec des clients, nous on est en relation directement. avec des chantiers. Ouais. Donc pas de handicap de ce point de vue-là. Non. Qu'est-ce que, à vos échelles respectives à vous, alors on vient de voir ce frein d'image que Marc soulignait, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, vous qui évoluez déjà dans ce secteur-là, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, peut-être d'un point de vue technique justement? Allez-y. Technique, je ne sais pas si le problème il est technique. Moi, je trouve qu'on a des savoir-faire formidables. Hein. Je ne sais pas. Moi, j'ai le sentiment qu'on fait peur, les gens se disent, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça. Alors, comment rassurer Parce qu'on a des très très belles marques de luxe. On fait des choses dans d'autres domaines. On fait des choses merveilleuses. On fait des voiles, on fait des mâts, en carbone, ça a déjà été dit tout à l'heure. Je pense que construction composite, c'est au top. Donc, comment est-ce qu'on arrive à mettre... Alors, voilà, il manque un ensemblier peut-être à tout ça, un réseau de gens qui veulent bien travailler ensemble, et puis trouver une image qui rassure, qui conforte, parce que tous les gens qui sont dans Méditerranée... les gens sont contents d'être là. Enfin, je veux dire, c'est bizarre cette histoire d'image. Il y a quelque chose il faudrait inviter un psychanalyste peut-être. Je sais pas. En même temps, en écoutant les gens qui parlaient ce matin, ils ont trouvé la solution. C'est-à-dire que c'était de savoir dire oui, de savoir être ouvert, d'ouverture d'esprit, de travail collaboratif. Je pense qu'il y a des vraies pistes dans ce domaine-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais voler un micro. Oui. N'hésitez pas à répondre chacun à votre tour. Oui, allô. Oui, Lionel Accorsi, chantier derrière. Est-ce que ça relève pas tout simplement de la très vieille dualité franco-anglaise, quoi? Et ce monde-là, c'est un monde anglo-saxon, et voilà, tout simplement, il y a des racines assez profondes sur la. Jeanne d'Arc et France-Angleterre au rugby. Ouais, voilà. Et Trafalgar. Je sais pas. Ouais, il y a un bouquin qui s'appelle 1000 Years of Annoying the French. Il est pas comme ça. Hein, ils ont. Non, honnêtement non, parce que je crois qu'on est. Enfin, c'est vrai que sur tous les aspects dont on vient de parler, on a quand même une vraie image. Je crois pas, non. Et puis, enfin, je veux dire, le monde anglo-saxon avec les Anglais, oui, il y a une rivalité, mais c'est haine et amour. Enfin, il y a pas. C'est pas un rejet. C'est pas un rejet. Et puis la clientèle, elle n'est pas forcément anglaise. Enfin, voilà, c'est un point de vue qui est relativement international, pas spécifiquement anglo-saxon. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour assurer, franchement. D'autres questions? On peut sortir de cette vision pessimiste. J'en suis sûr. Elle n'est pas pessimiste, c'est une question. Enfin, c'est une question
un problème à résoudre. Marc, vous n'étiez pas là tout au début, mais on a eu une présentation de Je peux Fred Vérance qui était beaucoup plus dynamique et positive. Ça m'intéresserait de le faire agir juste après. Je peux intervenir si vous voulez. Moi, je connais bien M. Marc Van Pontegen. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais enfin, bon, ça, c'est pas très grave. Moi, j'ai une petite entreprise de 60 personnes et je travaille extrêmement bien en Allemagne. Non, mais là, on parle du yacht. Je sais bien, mais quand même, il faut. Moi, le conseil que je donne aux gens, il faut bouger, quoi. Mais, Il faut bouger, bouger. Il ne faut pas oui, rester oui. ici. Il faut bouger, mais c'est ce que je dis. Il faut bouger. Il faut aller à la Moi, rencontre des gens. je travaille très bien en Allemagne, parce que je vais très très souvent en Allemagne. Alors, on va attendre que le micro redescende. Oui. Personnellement, je travaille avec des Américains depuis une trentaine d'années et la perception qu'ils ont, c'est un peu d'arrogance. On est un peu trop sûr de nous, on veut donner des leçons à tout le monde au lieu d'écouter et de s'asseoir avec eux et d'essayer de les comprendre. C'est tout. Et Moi, je pense qu'on peut résoudre beaucoup de choses par le dialogue. Hein. Je suis d'accord avec toi, Marc. hein. Mais encore faut-il aller voir les gens. Moi, dans le chasser en meute, je vais vous donner une anecdote que j'ai vécue avec Marc il y a 2 ans en Chine. Donc, on faisait un salon à Hainan. Tous nos copains anglo-saxons décident de faire une fête autour de la Coupe de l'Amérique. Ils étaient tous là, armateurs, skippers, équipiers. Et Marc et moi, on était dans le stand à côté. Marc, qui a dessiné ce bateau, n'était pas invité. Point terminé. Oui, c'est vrai. Attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi Mais ça veut dire qu'il faut chasser en meute. Il faut chasser en meute. Je veux dire, le monde anglo-saxon nous utilise, mais ne nous considère pas comme étant des leurs. Et donc la seule façon que l'on aura de riposter, c'est de faire la même chose. Utilisons-les, mais il faut bien se dire qu'on est en concurrence avec eux. C'est pas un euphémisme de dire qu'on est en concurrence avec eux. L'architecte du bateau qui a gagné la Coupe de l'Amérique n'est pas invité au cocktail qui se passe 30 mètres plus loin, à l'autre bout de la planète, en Chine. Excusez-moi, mais ça, moi, j'en suis encore sous le choc. Oui. Non, mais oui, mais bon. Je suis pas bon en communication. Moi, j'avais une question sur la mentalité des clients. Maintenant, il y a beaucoup de clients russes ou de clients qui vont venir d'Asie. Eux, ce n'est pas des anglo-saxons. Donc, il y a peut-être moyen de traiter différemment, peut-être. Alors ça, c'est sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore enfin, ils sont là dans une partie, dans un segment. La voile les touche pas encore beaucoup. Ça, je parle pour les Russes, mais ils y viennent doucement. Et quant aux Chinois, ils ne savent pas encore très bien à quoi ça sert, en fait, tout ça. Donc il faut attendre. Mais c'est un phénomène super intéressant, parce c'est la génération des parents, ceux qui ont fait de l'argent, et puis on commence à voir des gens. Il y a un client qui a acheté un Lagoon 450 à Hainan, il avait 21 ans. Donc voilà, la génération des enfants qui ont fait leurs études en Occident et voilà, qui reviennent en Chine maintenant travailler aux côtés de leurs parents. Donc c'est en général des enfants uniques ou voilà, ils sont donc potentiellement milliardaires, enfin même tout à fait. Et donc eux, ils savent, ils ont compris. Et ils ont entre 25 et 35 ans. Donc bon, ça va. Moi, je pense que dans 5 ans, on va voir ces gens-là arriver. Alors, mais je pense que la voile, ils vont y adhérer aussi, parce que ça, y a une image. Pour l'instant, les bateaux qui sont achetés servent à signer des contrats. Ils font un petit tour, ils sortent de la marina, font un petit tour, ils reviennent. C'est à peu près tout. Puis naviguer en Chine, c'est très contraignant en termes de réglementation, etc. Donc, mais ça va venir. Ça va venir, et je pense effectivement sans cet a priori. Alors là, ce qui va se jouer, ça va être. Mais voilà, l'exemple est formidable, parce que ce qui va se jouer, c'est que ces gens-là, ils ont besoin de conseils.
Parce que très souvent, on voit arriver des clients chinois. Bon, moi, je parle de Lagoon parce qu'effectivement, je suis ça de près. Bon, donc, ils ont acheté le Lagoon 620, ils veulent la taille au-dessus. La taille au-dessus, on leur explique que ça va être un bateau à l'unité, qui va coûter entre 2 et 3 fois plus cher. Bon, il est plus grand, bien sûr, mais enfin bon, proportionnellement, et qu'il va falloir attendre 2 ans. Alors là, ils commencent à se demander pourquoi. Et puis après, on leur dit, mais c'est merveilleux parce que vous allez pouvoir choisir. Et là, ils ont un petit moment de recul et ils sont très gênés, ils finissent par éclater de rire. En fait, ils ont perdu la face parce que choisir, ils ne savent pas choisir. Donc, ce qui est très important, je pense, si on veut faire quelque chose aujourd'hui, c'est d'aller effectivement, et là, les Anglais, évidemment, sont positionnés déjà, mais c'est de faire du conseil et auprès des futurs clients chinois. Là, il y a un réseau, il y a un réseau qui va se mettre en place. Et aujourd'hui, c'est Simpson Marine. Les Anglais y sont à partir de Hong Kong. Et puis voilà, ils ont tout. Mais il n'y a pas que, il y a pas mal de Français aussi. Donc il y a des choses à jouer, à mon avis. Nous sommes, la France, la référence du luxe dans le monde. Pour un Chinois, le luxe, c'est français. Une voiture, c'est allemand. Un produit de luxe, c'est français. Le yachting est un produit de luxe. Travaillons de façon transversale avec les autres produits de luxe. Paradoxalement, un producteur de pinard, un producteur de sacs en cuir, on a la même clientèle. On a exactement la même clientèle. Donc apprenons à travailler de façon transversale dans ce pays qui est le pays du luxe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous n'avez pas de questions techniques parce qu'en fait on est reparti dans le commerce et le marketing et alors qu'on a des ingénieurs et des bureaux d'études. Vous vouliez dire quelque chose, Marc, de plus? Non, je disais, c'était juste pour dire que on est super content quand il y a des questions techniques parce que ça veut dire qu'il y a un projet, quoi. Oui, Jacques Dubost, Bretagne Pôle Naval. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la réglementation? Parce qu'en fin de compte, quand on a parlé un peu ce matin de refitting, est-ce que c'est pas une opportunité pour nous, par exemple, la réglementation qui peut évoluer? On parle de l'environnement, techniquement, est-ce qu'il y a des choses à faire? Ah, ça c'est pour vous là. La réglementation de la grande plaisance est un peu dans 2 domaines, 3 domaines, ce qui est moins de 24 mètres. Bon, ça, c'est pas trop la grande plaisance. Alors, après, ce qui on est a au-dessus une de table ronde 24 mètres. spécifique tout à la fin. Hein. Voilà, plus de 24 mètres et après plus de 500 de jauge brute. Donc plus de 500 de jauge brute, effectivement, en rétrofit, il y a des choses un peu complexes. Et en France, on a vraiment la compétence pour ça. Par exemple, le rétrofit du 70 mètres de La Rochelle, c'était un plus de 500. 500 UMS sur un moteur yacht, ça fait à peu près 45 mètres. Sur un voilier, je pense que c'est plutôt 60 mètres, un monocoque, et puis 45-50, un kata. Et oui, là, mais bon, les autres aussi savent le faire. C'est un passage obligé parce que la réglementation est à peu près la même partout. C'était avant tout une réglementation anglo-saxonne. Les Français en ont créé une qui est très proche. C'est pas, à mon sens, quelque chose sur lequel on peut vraiment se démarquer des autres, parce que les autres savent le faire aussi. Vous empiétez pas sur la table ronde de cet après-midi, hein? Oui, un petit peu, mais... Un tout petit peu. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, moi j'ai participé à la réglementation française pour des raisons commerciales, parce qu'on est obligé de suivre la réglementation anglaise. Personne ne connaît la réglementation française. On ne va pas faire une réglementation française mieux adaptée s'il faut, quand on change de pavillon, rajouter des cloisons, parce que c'est impossible. Donc on est obligé de travailler avec les anglo-saxons. Une chose qui est en train d'arriver par rapport au bateau de plus de 24, c'est qu'actuellement la réglementation incendie, elle est super lourde et elle est faite pour des bateaux acier. Bon. Donc dès qu'on fait un bateau en aluminium ou en carbone, la protection incendie, pour l'instant, oblige à avoir une augmentation de poids faramineuse au point de vue isolation. Là, c'est en train de bouger aussi. Et là, par exemple, au niveau normes, il y a des normes qui sont en train d'arriver pour essayer
de trouver quelle est l'équivalence entre un bateau composite au point de vue tenue au feu et un bateau en acier qui pourrait avoir des choses. Et là, c'est en train de bouger un petit peu. Alors, bien sûr, d'abord dans le milieu anglo-saxon, mais on peut avoir un petit input là-dessus et pour essayer d'arriver à ce que les bateaux en composite soient acceptables sur un bateau de plus de 24 mètres et sans parler des plus jusqu'à 500 tonneaux, quoi. Donc là, il y a aussi des évolutions qui vont se faire parce que là aussi, les gens se rendent compte que la réglementation actuelle, c'est une réglementation qui descend du Titanic via la réglementation de navires à passagers, qui, pour des raisons politiques, on a été obligé de l'adapter, mais elle n'est pas du tout pertinente, en tout cas jusqu'à 500 tonneaux, quoi. Mais c'est comme ça. La réglementation australienne, par exemple, est beaucoup plus intelligente, mais là aussi, avant de faire changer les uns et les autres, c'est très compliqué. D'accord. Oui, Marc. Je voulais juste peut-être développer un petit peu ce que vous disiez. Moi, je pense qu'il y a, enfin, je crois très fort aux technologies vertes. Je pense qu'elles doivent quand même arriver. Elles doivent arriver dans le domaine du bateau. Bon, elles vont arriver. Elles y arrivent déjà, mais voilà. Et il y a des gens très forts en France. C'est le CEA. Et le CEA développe tout un tas de technologies. Et je pense que ça vaudrait vraiment le coup de. Enfin, nous, on travaille pas mal avec eux. Et on a pu voir. Alors après, eux, il faut qu'ils travaillent avec des entreprises. Ils ont besoin d'entreprises qui développeraient leur technologie. Mais il y a voilà, on a une sorte de laboratoire qui est très en avance. On a des assembleurs, des chantiers. Voilà. Je pense qu'il y a cette brique intermédiaire. Et là, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait exister au niveau mondial. Ouais. On n'a pas parlé du tout d'innovation. En fin de compte, est-ce qu'il y a de l'innovation au niveau des matériaux, peut-être aussi, ou des formes de carène Est-ce qu'aujourd'hui, on a éventuellement des pistes pour proposer des choses un peu différentes Voilà une question technique. Non, juste pour donner un exemple concret de ce qui a pu être fait dans le domaine des navires de commerce et chez STX en particulier, avec qui on a travaillé sur des sujets environnementaux, c'est, sans y avoir contribué directement, la réduction de 15% de la consommation annoncée sur le dernier paquebot de Allure of the Seas a contribué, à part l'aspect montage financier, a contribué pour beaucoup à ce que Saint-Nazaire gagne ce marché. Donc, hier, ça n'avait aucun intérêt de travailler sur la réduction de consommation pour les yachts. Aujourd'hui, je pense que ça devient un vrai sujet avec les savoir-faire qui sont ici sur les réductions de poids et tous les aspects techniques, machines, traitement de fumée, traitement d'émissions et toute la gamme après de production verte. En effet, il y a une vraie façon de se démarquer. Et ce qui n'était pas hier un sujet pour les capitaines ou les propriétaires commence à être pris en considération. Et je rajouterais quelque chose d'important, c'est que l'image, surtout dans les crises qu'on traverse, le yacht, ça n'a pas forcément une image absolument top pour un chef d'entreprise, etc. Et je pense que l'image du bateau vert, entre guillemets, permet d'adoucir. Enfin, il y a des. On reparle de marketing, je suis désolé, mais il y a des pistes à creuser parce que c'est du marketing, mais c'est de la techno derrière aussi. Et je pense des développements. Je pense que faire un bateau très puissant qui consomme énormément, ça n'est pas encore tout à fait inacceptable. Il y a même des gens qui sont très contents de ça, mais je pense que bon, c'est vrai dans d'autres domaines. Je pense qu'il y a vraiment les deux courants qui sont coexistants. Les gens qui ne veulent surtout pas changer et les gens qui se rendent compte qu'il va falloir changer. Et donc je pense qu'il y a une belle image pour un propriétaire à porter et les technos sont presque là. Hein. Elles sont vraiment presque là. Dernière question. Non, juste un témoignage sur ce que disait Marc van Petegem tout à l'heure. Et on parle d'innovation. On est quand même vécu, alors pour avoir travaillé avec des Américains, des Anglo-Saxons, des secteurs plus industriels, on est quand même vécu comme des gens hyper inventifs et créatifs, peu intéressés par la gestion de projets, ou en tout cas, c'est pas par là qu'on aborde les gros projets. Tout à l'heure, on a entendu parler le Jean de CNB qui explique qu'on est vraiment dans ce milieu-là focalisé sur le planning, le délai, le niveau de qualité,
le prix. Je pense que c'est un petit peu une culture qu'il faut essayer de rapprocher. On a toutes les compétences, mais on a tendance à approcher beaucoup de marchés par l'innovation, la créativité. Il en faut, ça permet de se différencier. Par contre, sur des marchés peut-être comme la Grande Plaisance, mais vous êtes mieux placé que moi pour en parler, je pense qu'aussi rassurer le client, c'est sur la capacité à faire exactement ce qu'il a demandé. Et même si on n'a pas la technologie la plus top qui est sur le dernier Banque Populaire 5, c'est pas forcément ça qu'il va venir acheter. Par contre, il va venir acheter l'image d'un super architecte et d'un fabricant de mâts. Mais en tout cas, ce qui va le rassurer, c'est la capacité à gérer le projet et à obtenir réellement ce qu'il a commandé. Allez, une dernière intervention et après on passe à la table ronde suivante. Dernière intervention. Depuis ce matin, on ne parle que de 10% de la vie d'un bateau. Si on considère qu'un yacht a une durée de vie d'environ 40 ans, on est en train de parler des 4 premières années. Sauf que pendant 36 ans, il va falloir s'occuper de ces bateaux-là. Et pendant 36 ans, il y a des intervenants qui vont faire vivre ce milieu. Et là, on est mal représenté. Ce que je vous disais ce matin, on est très bon dans la technique, on n'est pas représenté dans les services. Ce sont les services qui font vivre les bateaux et ce sont les services qui alimentent la technique par derrière. Ce sont les services, les équipages qui alimentent le chantier et la construction. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un broker dans la salle. Il n'y a pas un représentant d'un grand port. Il n'y a pas un financier. Il n'y a pas un conseiller fiscal. Tous ces gens-là, ce sont des gens clés dans la vie de la Grande Plaisance. Très bien. Merci bien. Merci à tous les trois.